Bonjour ou rebonjour à tous et à toutes. Et merci d'être là à nouveau pour cette deuxième partie de la 4e journée mondiale de la traduction, ici à Montbéliard, au département, à l'UFR-STGI. Nous avons eu ce matin un débat, une table ronde au sujet de la qualité et de la traduction. Nous allons avoir cet après-midi une deuxième table ronde au sujet, comme vous pouvez le voir sur le programme, de la qualité et de la formation ou des formations. Avant de commencer, je voudrais juste qu'on fasse un petit tour de table et préciser aussi qu'après cette table ronde qui devrait durer entre 1 heure et 1 heure et demie, nous aurons encore une fois une pause café, suivie d'un traduel, un duel de traducteurs qui sera arbitré, je crois, par Isabelle et Jeff, c'est ça ? Non, pardon, Dominique, oui. D'accord. Donc ce traduel pour les étudiants de Montbéliard, je ne sais pas pour les autres, nous avons pu travailler un petit peu le texte en cours. Pour les autres, je pense qu'il doit y avoir le texte doit circuler, j'espère, je ne suis pas sûr. On les distribuera un petit peu plus tard. Voilà le déroulement de l'après-midi. Donc je voudrais d'abord remercier quelqu'un qui n'est pas là, c'est Will Noonan, parce qu'il a bien organisé la chose en amont de cette réunion, de cette table ronde. Et je vais commencer par laisser peut-être chaque intervenant se présenter rapidement, puisqu'on a des professionnels, on a des universitaires. Nous avons Ambroise Desclèves, nous avons Dima El Husseini, Enrico Monti et Chris Durban. Moi-même, Pierre Jamet, enseignant ici en anglais, je ferai office de modérateur. Mais bon, donc peut-être je vais vous laisser vous présenter un petit peu pour brièvement dire à l'audience qui vous êtes et ce que vous faites. Ambroise ? Bonjour. Avant de démarrer, je tiens à remercier tout particulièrement Aurélie et Jeff pour leur invitation, voilà, et puis la SFT de l'université pour l'organisation de ce très bel événement. Donc, je suis Ambroise Desclèves, je suis le cofondateur de CI3M. On est un organisme de formation continue, donc pour adultes au métier de la traduction. On a formé, donc créé en 2009, on a formé un petit peu plus de 900 traducteurs et nous avons 500 diplômés entre la reconversion en traduction, la traduction juridique et la rédaction technique. Voilà. Et donc je suis absolument ravi d'être avec vous pour parler qualité et formation. Bonjour, Sabah el Khir. Je viens d'Égypte, je m'appelle Dima El Husseini, je suis doyenne de la faculté des langues appliquées de l'Université française d'Égypte. La faculté des langues appliquées adopte le schéma classique des langues étrangères appliquées, avec une adaptation pour le marché égyptien et le marché arabe. Nous avons 2 départements, affaires et commerce international et traduction spécialisée. Nous sommes pleins dans la professionnalisation et je suis contente de me retrouver parmi vous pour parler de la qualité et surtout attirer l'attention sur l'interculturel et la qualité qui est régie aussi par certains critères dans le contexte arabo-égyptien. Merci. Bonjour, je m'appelle Enrico Monti, donc je suis maître de conférences en anglais et traduction à l'Université de Haute-Alsace, à Mulhouse. Et je suis responsable du master LEA-TST, donc traduction scientifique et technique. Et au sein de ces masters, je donne des cours de traductologie, technologie des traductions et révision. La particularité de notre formation à Mulhouse est que nous associons des cours de langue et des traductions à des cours d'introduction aux matières scientifiques, donc chimie, médecine, écologie, mécanique, électrotechnique, qui sont des cours pensés pour un public non spécialiste, donc qui sera quand même amené dans sa vie professionnelle à traduire dans ces domaines. Donc, c'est un peu le but de notre formation, d'essayer de combler ces différentiels de savoir qui hantent un peu tous les traducteurs scientifiques et techniques. En tout cas, de donner aux étudiants les moyens d'essayer de les combler au mieux dans leur carrière. Je voudrais quand même remercier les organisateurs de nous avoir invités ici. On est ici avec une délégation de nos étudiants de Master 1 et Master 2, ainsi que des étudiants d'un autre master avec lesquels on fait pas mal d'initiatives ensemble, le Master Clé, Master Erasmus Mundus Clé, Cultures littéraires européennes. Voilà. Merci. Oui. Bonjour, Chris Durban, je suis traductrice professionnelle, membre de la SFT. Je traduis du français vers l'anglais depuis
99 ans, quelque chose comme ça. Enfin voilà. Je suis mêlée à la formation parce que la SFT, le syndicat professionnel, a une filiale qui s'occupe de la formation, SFT Services. Nous proposons en partenariat avec les universités 4-5 fois par an une journée de formation qui s'appelle Réussir son installation et se constituer une clientèle. C'est très pratique et ça vise à vous aider, jeunes diplômés, à vous installer. C'est important et je pense que c'est une question qu'on va voir tout au long de la journée. Si vous avez fait des études, c'est parce que vous allez travailler un jour et vous allez gagner votre vie et si possible, bien gagner votre vie. Et donc, on se consacre à ça. Je vous ai fait distribuer une feuille, la feuille orange. Si vous ne l'avez pas, levez la main et Dominique ici va vous la porter. Car je pense que toute discussion de la qualité n'a que peu de sens si on n'a pas des exemples devant soi. Et j'aurai l'occasion tout à l'heure de vous expliquer mon analyse du marché et là où ça va. Merci. Merci Chris. Donc moi je suis Pierre Jamet, je suis maître de conférence en anglais ici au département LEA et aussi responsable du master de langues étrangères et commerce électronique. Alors nous allons essayer de délimiter un petit peu les enjeux de la traduction, enfin de la qualité en rapport à la formation des traducteurs. Et tout de suite, moi, si je peux me permettre de commencer, je me sens un tout petit peu périphérique par rapport à la conversation, puisque dans le master, en tout cas, où je travaille, nous ne formons pas exactement, à proprement parler, des traducteurs, mais des professionnels qui vont utiliser la traduction dans tel ou tel contexte, en l'occurrence dans le contexte du commerce électronique. Du coup, je ne suis pas certain d'avoir exactement les mêmes enjeux, mais on peut peut-être en discuter, même si nous faisons beaucoup de traductions dans notre formation, nous mettons quand même l'accès un petit peu sur l'aspect de la localisation. C'est-à-dire, nous adaptons, enfin nous enseignons, nous essayons d'enseigner à nos étudiants, d'adapter à des fins explicitement marchandes, donc des sites internet dans une langue étrangère, mais pas seulement dans une langue, dans une culture étrangère. Donc je ne sais pas si les enjeux sont exactement les mêmes, si les objectifs sont exactement les mêmes, et si les formations sont exactement les mêmes, on pourra peut-être en parler. Donc parmi tous les sujets à venir, je pense qu'on aura l'occasion de parler de la technologie, du marché tel qu'il se présente dans les années à venir, parce que peut-être qu'il change beaucoup en ce moment, plus particulièrement. Mais je vais laisser peut-être la parole. Qu'est-ce qui voudrait commencer ? Chris, est-ce que vous voulez prendre la parole ? Je veux bien. Donc, on est en train de parler du marché, plutôt des marchés de la traduction, en ce qui me concerne. Et je voulais attirer votre attention. Excusez-moi, je pense que c'est mon micro là qui a un souci, parce que je vous entends avec un petit bruit. C'est bien ça, hein ? Ça, c'est mieux ? Ça, c'est mieux ? C'est mieux celui-là ? Moi-même, je ne m'entendais pas avec l'autre. C'est mieux ? Ok, bon. Donc, je me suis préparé, chose rare, et je vous ai fait distribuer cette feuille parce que je voudrais vous présenter mon analyse du marché, des marchés, à savoir, ça se scinde de plus en plus en traduction, entre le marché du vrac, qui est largement assuré par la traduction automatique de nos jours, des fois avec de la post-édition, souvent sans. Bon, ensuite, vous avez le milieu de marché, où il y a des traducteurs humains qui travaillent sérieusement et qui essaient de s'en sortir. Bon, vous avez ensuite ce qu'on appelle le premium, et c'est dommage comme mot parce que ça insulte tous les autres apparemment, mais enfin c'est la partie haute du marché, là où les clients ont des grands budgets, apprécient énormément leurs traducteurs, vous donnent du temps pour réagir, etc., etc. J'ai essayé de résumer ces différents cas de figure dans mes petits tableaux. Et ce qui en ressort pour moi, vous regarderez quand vous serez chez vous peut-être, mais c'est que je constate que pour diverses raisons, les traducteurs qui restent très près des textes sources, et là vous le voyez dans mes exemples, font un travail qui de plus en plus ressemble étrangement au texte, à la traduction automatique sortie par DeepL et d'autres machines. Pour l'instant, ces traducteurs-là sont payés 10, 12, 13 centimes le mot, mais très franchement, quand on voit la différence entre la traduction automatique et ce que font ces traducteurs qui restent très
près du mot et du syntaxe, on se demande un peu pourquoi on est en train de leur payer tant que ça. Je constate donc une pression constante sur le milieu du marché. Pour moi, le seul salut, ou un des saluts possibles peut-être, c'est de partir vers le haut du marché. Et là, vous avez des exemples, c'est dans les colonnes à droite, dans les tableaux que je vous distribue. Faire de la traduction haut de gamme suppose une véritable spécialisation dans les domaines, des fois assez poussés. Cela suppose aussi une capacité de rédaction dans sa langue maternelle au-delà de la moyenne, n'est-ce pas? On est tous à l'université ici, tout le monde est supposé savoir écrire, mais la rédaction professionnelle, je pense que Pierre, vous êtes d'accord avec ça, quand on fait de la rédaction professionnelle, ça passe à un autre niveau. Donc, moi je préconise pour les diplômés en traduction d'abord de savoir qu'existe ce marché haut de gamme. Ensuite, s'ils sont bons traducteurs, de s'y préparer activement. Cela suppose donc de la traduction, de la formation continue une fois sorti de l'université, parce qu'à l'université, vous avez tellement d'heures de cours qu'il est très rare que vous avez le temps de vous spécialiser. Mais enfin, ça c'est mon point de vue et je suis prête à en débattre. Si je peux me permettre tout de suite une question. Alors, est-ce que ça veut dire que la technologie, donc la traduction automatique, finalement, va se dévaluer au fur et à mesure que le temps avance, parce que la vraie différence sera faite plus haut Non, ça dépend, parce que la traduction automatique, c'est une très bonne chose pour certaines fins. N'est-ce pas? Vous avez déjà des utilisateurs industriels. TripAdvisor, vous connaissez TripAdvisor? Ils ont pris le choix de ne pas faire de la traduction humaine des avis que les touristes mettent sur leur site, parce que ça coûterait trop cher et que ce n'est même pas utile pour eux. À partir du moment où vous avez compris cafard, salle, enfin vous avez compris les mots-clés des critiques des voyageurs, c'est suffisant. Et la traduction automatique peut très bien faire ça. Il y a des applications de la traduction automatique qui sont très bien, mais les tarifs sont tels que si vous faites ça, ou si vous passez tout dans la traduction automatique avant de l'arranger, avant de le regarder de très près, je pars du principe que votre style de rédaction à vous risque de se briser, et j'ai vu ça très souvent chez les collègues qui étaient bons traducteurs, et à force de surutiliser la traduction automatique, même leur mémoire de traduction, qui est autre chose, se sont retrouvés avec moins de sensibilité linguistique, et leur barre linguistique à eux, leur sens de rédaction s'est baissé entre-temps. Et donc, je mets en garde contre ça. La traduction automatique, c'est très bien, mais il faut viser, à mon avis, il faut viser, je ne nie pas qu'il y a de la demande pour la traduction automatique, pas du tout. Mais pour s'en sortir bien, pour bien gagner sa vie, je suis vulgaire et américaine dans ce sens-là, que je trouve que bien gagner sa vie, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Il faut viser la partie de la traduction où l'apport humain, capacité intellectuelle, cerveau qui fonctionne, envie de jouer avec les mots, par exemple, où ça entre en ligne de compte. Et c'est ma position à moi, maintenant. Il y a d'autres personnes qui vont dire, oui, mais 99% du marché, c'est de la traduction automatique. Je veux bien, mais peu importe, si vous êtes bon traducteur, vous avez intérêt à vous placer ailleurs. Merci. Encore un petit peu sur ce sujet. On a parlé de prix, on a parlé d'argent. Donc, je vois qu'il y a des indications sur la feuille que vous avez fait passer. C'est de cet ordre-là, c'est de 1 à 5 entre le premier prix au mot et le prix le plus cher, ou c'est encore d'autres variations? C'est 0. Si vous passez par DeepL ou Google Translate, c'est 0. Le coût est 0. C'est instantané et c'est gratuit. Bon, ensuite, les tarifs dans le haut de gamme vont bien au-delà de 60. Bien au-delà. Tout dépend. Mais c'est là aussi où le traducteur doit lui-même être conscient de sa valeur ajoutée. Si on me demande à moi de travailler sur un communiqué de presse à partir de 20h le soir, chose que je fais, parce que pour les clients, des fois, c'est nécessaire, il va de soi que je double ou triple mes tarifs. Et ça veut dire que l'entreprise cliente a les moyens d'évaluer la qualité pour savoir que l'argent est bien placé? Je pense, alors là, on a la notion de risque. Si un client fait appel à moi plutôt qu'à quelqu'un de moins cher, c'est que le risque est vu
comme quelque chose qu'on veut maîtriser et ils ont moins de risques avec moi parce qu'ils ont déjà vu mon travail, ils ont déjà testé, ils savent ce que c'est. Ils ne veulent pas risquer un problème pour leur entreprise par le fait d'être passé par le moins cher. Je calcule là-dessus, en fait. D'accord, merci. Est-ce qu'un de nos invités veut intervenir? Oui. On parle de traduction automatique. Je vois ça, c'est très intéressant de regarder tout ça. Il y a quand même des petites choses à savoir sur la traduction automatique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, peu qui le testent vraiment en situation professionnelle. Donc c'est pour ça que je mets un petit peu en garde sur les gens qui disent Google Translate ceci, DeepL cela, etc. Parce qu'il y a deux façons d'aborder la traduction automatique. Il y a le mode gratuit, qui est ce qu'on a là, sous les yeux, sur la feuille. Et il y a le mode payant, c'est-à-dire quand on fait de la traduction automatique, on fait du deep learning, du machine learning. C'est-à-dire qu'on va donner énormément de données à des engins très puissants qui vont prendre de la donnée et qui vont customiser des moteurs. C'est comme ça que ça marche. Donc DeepL, en fait, c'est ce qu'ils font. DeepL, ils customisent leur propre moteur à eux. Et on utilise le moteur tel que DeepL l'a customisé. Ça donne le résultat de DeepL. Ok, très bien. Google Translate, c'est un petit peu pareil. Ils ont entraîné leur propre moteur et ils le mettent à disposition du grand public. Voilà. Donc ça, ce sont les technologies accessibles, je dirais, à n'importe qui. Moi, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas vraiment ça la traduction automatique professionnelle. La traduction automatique professionnelle, c'est la capacité à entraîner des moteurs en fonction des données que vous avez. Je vous donne un exemple. Vous prenez un client qui travaille uniquement, je ne sais pas, dans la robotique, et votre client, comme vous travaillez avec lui depuis déjà quelques années, vous avez une mémoire de traduction dans le logiciel que vous voulez. Et puis un beau jour, vous vous dites, tiens, qu'est-ce que ça donnerait si je prenais cette mémoire de traduction que j'ai, qui est bonne, qui est valide, ça c'est important, il faut que la donnée soit bonne. Et si je prends ces données-là, avec la terminologie de mon client, avec sa phraséologie, et que j'entraîne un moteur, je paye, c'est cher, hein, mais j'entraîne un moteur, qu'est-ce qui ressort de ce moteur ? Alors là, je ne sais pas, on peut faire un petit sondage. Qui a déjà entraîné un moteur de traduction automatique ? Voilà. Donc on est bien, les 4 ou 5. Donc nous, on fait plein de tests en fait déjà depuis des années pour voir un petit peu ce qui se passe et comment ça évolue. Donc dans les technos qu'on teste, il y a AutoML Translation, c'est l'outil de Google qui est actuellement probablement le plus avancé. Et en fait, AutoML, quand on lui donne une mémoire de traduction qui n'est pas notamment extrêmement volumineuse, qu'on entraîne, ça prend des heures, ça coûte un peu d'argent. Une fois qu'on l'a entraîné, quand on traduit, quand on lui donne des données à traduire, les résultats sont bluffants. On n'est pas du tout sur ce que vous avez sur la feuille. Pas du tout. Là, on est sur ce qui est accessible aujourd'hui sans payer, sans entraîner, etc. On n'est pas du tout là-dessus. Et les tests en situation réelle, nous, on est organisme de formation, hein, donc je n'ai pas de clients en traduction. Hein. Les tests qu'on a, les tests que nous faisons là-dessus en situation professionnelle montrent qu'il y a un gain de temps. Voilà. Par contre, là où je suis d'accord complètement, c'est sur le fait que ces technologies-là ne sont pas accessibles à tout le monde et ne correspondent pas à tous les marchés. Ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas croire aujourd'hui que la traduction automatique va éliminer les traducteurs et va éliminer la compétence en traduction, parce qu'on va parler de qualité en traduction. Elle n'est pas là pour ça. Par contre, elle va accélérer énormément et considérablement la vitesse de traduction et d'accessibilité de l'information. Google traduit, juste pour info, 5 milliards de mots par jour. 5 milliards de mots par jour. Ça donne le vertige, parce que c'est beaucoup plus que ce que toutes les entreprises de traduction arrivent à traduire en un an. Juste pour vous donner un petit ordre d'idée des choses. Donc ça veut dire que c'est gigantesque. C'est absolument colossal, mais c'est de la traduction automatique non professionnelle. Donc c'est pour ça qu'il faut différencier le fait de traduire avec les outils que vous avez, qui sont accessibles en ligne et qui sont gratuits, et le fait d'entraîner des moteurs, de les perfectionner, de les alimenter, de les réentraîner, de les alimenter, de les réentraîner. Et petit à petit, on voit que le niveau atteint des niveaux de traduction qui sont rentables dans des modèles économiques professionnels. Donc c'est deux choses différentes. Donc je tiens juste à préciser qu'il ne faut pas mélanger ces deux approches de la traduction automatique. Voilà, ça me semble important. Merci. Mais est-ce qu'il faut donc pour le coup être un petit peu un professionnel pour entraîner ces moteurs ? Ou est-ce que toute personne qui cherche à traduire, il suffit d'alimenter comme ça ? Alors je dirais qu'entraîner un moteur, c'est pas complexe. L'utiliser, c'est beaucoup plus... Non mais traducteur professionnel. Traducteur professionnel ou pas ? Être un traducteur plus professionnel ou bien un enseignant ou quelqu'un comme ça ?
Non, c'est pas nécessaire? D'être traducteur pour utiliser ces moteurs-là? Pour les entraîner, pour les Ah oui. utiliser. Alors évidemment, pour entraîner un moteur, il faut avoir de la donnée de qualité. On n'obtient pas de la donnée de qualité en faisant des copier-coller sur Internet. Donc par exemple, Google, quand ils entraînent leur moteur, ils ont un problème, c'est comme ils ont traduit quelques milliards de sites web en ligne, ils utilisent leur traduction automatique pour réentraîner leur moteur. Enfin, vous voyez le problème. Donc bon, c'est des choses auxquelles ils ont été confrontés il y a déjà quelques années. Mais évidemment, la donnée qu'on donne au moteur pour l'améliorer, c'est de la traduction professionnelle, de la vraie, de l'humaine, de la bonne, de la traduction de qualité. Si vous mettez dans votre moteur des mémoires de traduction qui ont des incohérences terminologiques, vous retrouverez des incohérences terminologiques dans le résultat du moteur. C'est logique. Donc ça veut dire que là, il y a une énorme étape de correction ou d'optimisation de la mémoire avant qu'elle puisse servir de matière première à l'entraînement d'un moteur. Vous voyez ? Et si on veut améliorer le moteur derrière, il faut qu'on le réalimente avec de la bonne traduction. Ça veut dire que là, il y a un nouveau métier qui émerge. Alors, le post-éditeur, c'est la correction, si on veut, ou la révision du sujet. Mais là, il y a un nouveau moteur qui émerge, c'est de dire qu'est-ce que je dois mettre dans mon moteur pour réellement l'améliorer par rapport au niveau où j'en suis. Et est-ce que la donnée que je mets est meilleure que ce que j'ai déjà, ou est-ce que la donnée que j'ai va baisser le niveau de qualité de mon moteur? Donc évidemment, le métier de traducteur, ou les compétences en traduction de haut niveau, parce qu'il faut mettre de la donnée de haut niveau, sont absolument indispensables pour que tout le système derrière puisse fonctionner. J'écoute ce que tu dis, Ambroise, et je trouve que les merveilles de la technologie sont vraiment merveilleuses. Mais je constate aussi que, à part cette fascination qu'on a avec la technologie, ce qui démarque le traducteur qui aime les mots et ce qui lui permet de bien gagner sa vie, c'est cet amour des mots et c'est cette capacité intellectuelle qu'il a à traduire. Je me pose des questions sur les salaires, sur ce qu'on gagne en étant alimenteur de machines de traduction, enfin de base, et ce qu'on peut gagner en tant que traducteur. Aujourd'hui, ce sont des data scientists, donc c'est des gens qui gagnent plutôt très bien leur vie, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ils sont rares sur le marché. Voilà. Après, moi, la vision que j'ai sur les années à venir par rapport à ça, je pense que les outils du futur permettront d'isoler les segments qui ont été modifiés et de les mettre de côté pour réalimenter des moteurs. Et donc, en fait, la compétence, ça sera une compétence de traducteur de haut niveau, pas une compétence de base. Je m'explique. Ça veut dire que le traducteur généraliste, celui qui n'est pas spécialisé, c'est ce qu'expliquait Chris tout à l'heure, celui qui n'est pas spécialisé, celui-là, il a une petite épée de Damoclès sur le dos. Parce que la machine, elle rédige très bien, elle fait des très belles phrases, mais elle fait de très belles boulettes. Et c'est tellement bien écrit, tellement bien rédigé, la phrase est tellement belle qu'on ne repère pas l'erreur qu'il y a dedans. Ça veut dire que la compétence, quand on sort d'une formation, la compétence de traducteur non spécialisé ne va pas permettre d'identifier l'erreur, la coquille qu'il y a dans une traduction spécialisée ou de haut niveau. Et donc ça veut dire que, c'est ce que disait Chris tout à l'heure, ça veut dire que vous êtes majoritairement des étudiants qui vous destinez à aller sur ces métiers-là et sur ces marchés-là. Il faut que vous ayez déjà en tête le fait que si vous n'êtes pas spécialisé, vous allez avoir une problématique quelque part. Par contre, on ne vous demande pas de vous spécialiser maintenant. La première étape, c'est d'acquérir la maîtrise professionnelle de la traduction. Et après, dans un deuxième temps, réfléchir à la spécialisation. La spécialisation, soit elle vient à vous, soit c'est vous qui allez vers elle. Après, on peut débattre du sujet 50 ans, mais globalement, ça va être ça. Ça veut dire quand même que plus la technologie avance, plus on se rend compte que les compétences qui vont être exigées sur le marché vont être élevées. Et donc là, on va amener de la valeur ajoutée. Après, il va falloir savoir la vendre. Ça, c'est autre chose. Je dirais, j'insisterai un peu beaucoup, et surtout dans la ligne de la spécialisation, on s'imagine à tort que la spécialisation, c'est question de mots, de vocabulaire qu'on comprend ou pas. La spécialisation, c'est autre chose. C'est comprendre le fond des choses dans votre domaine de spécialisation pour vous permettre de lire entre des lignes. Et ça devient donc essentiellement, comme la traduction telle que je pratique, une question rédactionnelle. Et je pense que nous allons le voir avec le traduel. La traduction haut de gamme, bon, c'est manifestement savoir traduire et c'est connaître le fond de ce que vous allez traduire, mais ensuite c'est savoir comment le dire, comment l'écrire, comment faire en sorte qu'il y ait un rythme des mots. Et j'y crois fermement. Voilà.
Oui, Merci Dima, est-ce que tu veux prendre la parole? Oui, merci beaucoup. En fait, j'aimerais intervenir dans ce sens de Chris, là, pour enchaîner sur l'importance de l'acquisition de la méthodologie de la traduction. Donc, dans la formation, la base donc, commence par l'acquisition de la méthodologie. Et c'est ce que justement Isabelle avait donc, aussi mentionné lors de la table ronde numéro 1 tout à l'heure. La lecture, la recherche documentaire, la recherche terminologique et phraséologique, mais aussi le contact avec le spécialiste. Parce que quand on traduit, surtout des textes spécialisés, donc on a affaire à des termes. Donc comment peut-on savoir si ce terme est consacré, s'il est d'usage ou s'il n'est pas d'usage? On peut le trouver dans le dictionnaire, on peut le trouver sur Internet, mais est-ce qu'il est d'usage ou il n'est pas d'usage, même s'il est implanté donc là, la question, c'est l'acquisition de la méthodologie elle-même. Et en fait, ce que je crois, c'est que vraiment, on commence par la méthodologie de la traduction, qui est suivie donc plus tard par l'introduction des compétences technologiques. Bon, déjà, on est avec une génération qui est une génération, c'est pas Y, c'est YZ, n'est-ce pas? On est avec la génération Z, peut-être. Et donc, les compétences technologiques sont déjà, si je peux dire, là, les compétences minimales exigibles, dont on a parlé tout à l'heure avec Ambroise. On a discuté des compétences minimales exigibles sur le marché, mais il est vrai que ces compétences peuvent être modifiées au fur et à mesure que la technologie avance. Il y a des compétences qui sont demandées, qui n'existaient pas avant. Et ici, par rapport, par exemple, à la rédaction, donc je reviens à la rédaction pour le web, qui est étroitement liée à la traduction. Et là, ça, par exemple, pour nous, dans le monde arabe, c'est un enjeu. Il y a un enjeu ici culturel, mais aussi un enjeu technologique. Parce qu'en fait, quand on traduit pour le web, donc on traduit pour le web, donc on rédige pour le web, et là, on ne rédige pas uniquement pour un internaute qui va lire le texte, on rédige aussi pour Google, qui va utiliser les mots-clés que le traducteur-rédacteur web a utilisés dans sa traduction-rédaction web. Et donc voilà, c'est là aussi l'enjeu, c'est qu'il y a de nouvelles compétences, et donc, Pierre Jamet, tout à l'heure, tu as dit que pour le e-commerce, si c'est vraiment, ça va dans le sens où c'est pas dans les mêmes, on parle pas des mêmes compétences, mais je trouve, à mon avis, que tout est lié. C'est-à-dire qu'on a un nouveau profil du traducteur. C'est plus le profil qu'on a connu, ma génération a connu un certain profil traducteur qui est maintenant, je ne sais pas si on peut dire un profil classique. Et dans le sens où cette idée d'acquisition de compétences technologiques n'était pas aussi exigée, comme maintenant. Maintenant, il est incontournable qu'un étudiant, par exemple, maîtrise même les bases en L3, et donc de l'usage de SDL Trados ou d'un logiciel de traduction quel qu'il soit. Bon, je dis ça parce qu'en Égypte, c'est le plus connu, mais bon, je ne fais pas de la pub pour une société ou une autre, mais il est vrai que, juste pouvoir utiliser un logiciel de traduction permet à l'étudiant, donc après, d'utiliser d'autres logiciels. Donc voilà, c'est mon point de vue. En ce qui concerne la formation, l'acquisition de la méthodologie de la traduction d'abord, la recherche documentaire ciblée pour la traduction, le contact avec le spécialiste, lecture de textes parallèles et recherche terminologique, phraséologique qui est validée par le spécialiste. Ça, c'est une étape extrêmement importante, la validation du terme par un spécialiste. Parce que dans le monde arabe, par exemple, il y a une variation terminologique dans la langue de spécialité. On parle même arabe, l'arabe littéral.
bon, c'est l'arabe standard moderne. Mais dans la langue de spécialité, il y a une grande variation terminologique. En Algérie, en Égypte, au Machrek, Liban, Syrie, Jordanie, surtout dans le domaine du droit pour l'Algérie, et le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé qui est en Égypte, qui accueille nos étudiants comme stagiaires pendant 6 semaines de stage, exige donc aussi un profil qui a acquis non seulement la méthodologie, mais aussi les compétences technologiques. Et là, ce qu'on remarque, ce qu'on observe, c'est que les étudiants, quand ils effectuent leur stage, ils reviennent en ayant acquis d'autres compétences. Et donc voilà, c'est mon point de vue en ce qui concerne la technologie et la méthodologie. Merci, mais j'aurais des choses à dire, mais peut-être qu'avant, je passerai la parole à Enrico. Oui, merci. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été déjà dites. Donc, je suis d'accord avec plusieurs remarques qui ont été faites. Je retiens quelques mots. L'importance de la spécialisation. Je pense qu'on est tous d'accord sur cela. La spécialisation est aussi une histoire de passion, donc qu'on développe à partir de la formation, mais qui se développe surtout après la formation. L'importance de la technologie, je suis tout à fait d'accord. Nous avons dans notre formation et dans la plupart des formations aujourd'hui en France, vous avez une partie plus ou moins importante de technologie des traductions qui comprend de la TAO, de la traduction automatique, de la post-édition parfois. Donc c'est indispensable, je pense aujourd'hui. On est bien conscient que c'est insuffisant aussi. Ça ne suffit pas. Avoir des étudiants qui sont capables de maîtriser la technologie des traductions, c'est un prérequis, mais ça ne suffit pas, ça ne fait pas d'eux de bons traducteurs, ça on est bien conscient. La spécialisation est importante. La compétence thématique, donc la spécialisation revient à une compétence thématique, c'est-à-dire qu'on connaît de quoi on parle, on connaît ce qu'on traduit. Et ça, c'est quelque chose qu'une formation peut essayer de transmettre aux étudiants, de lui donner des outils pour aller chercher de l'information, pour combler en fait ces différentiels que forcément on trouve parce qu'on est amené à traduire des documents rédigés par des gens qui sont plus spécialistes que vous dans n'importe quel domaine. Donc forcément on se retrouve face à cette différentiel. Et parce que ce qu'un bon étudiant doit savoir faire, apprendre à faire, c'est savoir où aller chercher l'information pour combler cette différence. Acquérir les bases, je suis tout à fait d'accord. Peut-être qu'on va parler des compétences plus loin, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, mais les compétences ne se limitent bien sûr pas aux compétences technologiques ni aux compétences linguistiques. On le sait bien. On a parlé ce matin aussi de la question d'éduquer les clients. Les clients, en général, n'est pas conscient qu'il y a une compétence traductologique qui n'est pas forcément associée à la compétence linguistique culturelle. On pense qu'un bon bilingue fait un bon traducteur. En tout cas, la plupart du public le pense. Donc, l'éducation du client passe aussi par leur faire comprendre qu'il y a une compétence traductologique et cette compétence-là, c'est une des compétences qu'on travaille dans des formations de traduction. Merci. Moi, j'aurais une question justement pour rebondir sur la question des compétences. Donc, on est tous d'accord pour dire qu'un bon traducteur, c'est plus que simplement quelqu'un qui s'est beaucoup entraîné à la langue. Hein. C'est quelqu'un qui a un autre éventail de compétences qu'on pourra donc élucider. Mais je me demande au niveau des formations donc pour les universitaires qui sont ici, j'imagine que vous travaillez sur des diplômes qui sont échelonnés sur 2 ans ou sur 1 an, 2 ans plutôt. Et alors, est-ce que c'est un temps bien adapté, trop court, un peu long? J'aimerais bien savoir, parce que moi, je ne suis pas tout à fait dans le même domaine. Alors, je parle de mon master, mais je parle aussi, en termes plus général, si vous voulez, de masters spécialisés en traduction en France. Nous faisons partie, tout comme le master TEDSM qui est représenté ici, d'un réseau de formations au métier de la traduction qui s'appelle AFUMT, Association des formations universitaires au métier de la Association française des formations universitaires au métier de la traduction au pluriel. Donc c'est une association qui a comme but effectivement de fédérer toutes les formations. On est 21 membres en France, qui a comme but de fédérer les formations des traductions qui ont une vocation aussi professionnalisante. Donc ces gaps qu'on dénonce souvent entre la formation universitaire
et la formation et le métier, en fait, à mon avis, n'a pas trop lieu d'être, surtout pas en France. Et ça, on le voit à l'échelle européenne parce qu'on fait partie, nous et aussi le Master T2M, d'un réseau européen qui s'appelle EMT, Master européen de traduction. Et au sein de ces réseaux, la France est les pays les mieux représentés. Et il faut savoir que dans ce réseau, le critère de sélection sont aussi, et de manière assez importante, fondés sur des critères d'employabilité et d'insertion professionnelle. Donc tous les masters professionnels en France intègrent 1 ou 2 stages pendant la formation, donc un en M1 et un autre plus long en M2. Ils ont des formations, des cours qui travaillent aussi des compétences interpersonnelles et des compétences de prestation de services, parce qu'on ne se limite pas à la technologie ni à la compétence de traduction et linguistique. Donc il y a aussi une préparation au métier. Et le fait qu'on soit on va dire la délégation la plus importante au niveau européen dans ce réseau témoigne, à mon avis, d'un très bon travail qui est fait en France dans les formations de traduction au niveau de la professionnalisation. Ce qui ne veut pas dire qu'on est parfait, mais qu'on a une situation aussi qui a permis à la France, et je peux vous dire que dans d'autres pays européens, ce n'est pas du tout le cas. D'autres pays voisins n'ont pas la possibilité d'intégrer des stages obligatoires dans la formation, par exemple, parce que les situations socio-économiques ne le permettent pas, parce qu'il n'y a pas une volonté de mélanger à tel point la professionnalisation et la formation universitaire. Chris. Ouais, je trouve, effectivement, je salue le EMT parce que c'est un programme qui est très intéressant, qui a vraiment fait avancer la formation initiale en traduction. Maintenant, je pose la question, et je l'ai posée pendant la pause à un certain nombre d'étudiants. J'imagine que vous faites des études parce que vous allez travailler comme traducteur par la suite, ou comme quelqu'un qui travaille avec des langues. Combien pensez-vous que vous allez gagner en commençant, en démarrant comme traducteur? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Parce que, de nouveau, ce n'est pas du tout pour être vulgaire et parler d'argent, mais en même temps, à moins que vous soyez incroyablement riche ou d'une famille, je ne sais pas, vous allez devoir travailler. Et je pense qu'il faut commencer à penser carrière quand même. Je trouve ça intéressant. Faire quelque chose qui vous passionne, c'est la chose la plus importante pour moi. Bon, ensuite, gagner bien sa vie ce faisant. Alors, autant on peut parler des compétences que vous apprenez à l'université. Mon aperçu, bon, moi je suis donc professionnel, c'est que même en sortant d'une bonne université, ayant réussi vos examens et tout le reste, je vous donne 3 ans pour vous établir sur le marché. Je pense que c'est quelque chose comme ça. C'est juste le fait de traduire tous les jours à plein temps et d'acquérir les réflexes de traduction. Même si vous êtes brillant, même si vous avez fait des bonnes études, il faut 3 ans sur le marché. Ça correspond pour moi à environ 1 million de mots. Chiffre rond, n'est-ce pas? Mais si, au bout de 3 ans, après votre diplôme, en travaillant à plein temps, vous n'arrivez pas à vous en sortir en gagnant bien votre vie, vous ne commencez pas à avoir des clients directs, il y a un problème. Et je trouve que ce n'est pas inutile de commencer à réfléchir à ces choses-là dès maintenant. Ce qui va faire la différence, dans beaucoup de cas, ce sont les stages que vous faites. Et là encore, j'applaudis des 2 mains tout ce qui est fait pour promouvoir les stages dans certaines formations, parce que ça fait une différence énorme par rapport à l'époque médiévale où j'étais à l'université. Voilà. Merci. Alors, je rebondis encore tout de suite sur ce que vous venez de dire sur les stages. Donc là, on parle plutôt de stages dans une entreprise de traduction et pas des stages nécessairement à l'étranger ou des choses comme ça. Des stages en tant que traducteur junior ou quelque chose comme ça. Moi, je sais, personnellement, je suis indépendante et j'ai partagé des stagiaires. Je prends des stagiaires juste par solidarité, parce que Dieu sait que ça me coûte du temps et de la sueur et vraiment un grand effort. Quand vous êtes seul et vous avez un stagiaire, c'est vraiment beaucoup de travail, hein, n'est-ce pas? Bon, je le fais par solidarité avec la profession et j'ai eu la chance d'avoir d'excellents stagiaires au cours des années pour les stages de 3 semaines à 6 semaines, 2 mois, enfin, autour de ça. En même temps, je constate que chez ces stagiaires, souvent en 3e année ou dernière année d'études, ce qu'ils produisent chez moi n'est absolument pas vendable. Ce n'est en aucun cas vendable à mes clients. Même s'ils sont bons, ils sont sympas, il y a tout plein de bonnes choses. Et c'est ça qui m'amène à cette idée de, quand vous démarrez, il faut démarrer sérieusement
conscient donc de l'importance de la rédaction dans votre langue maternelle, conscient de l'importance de la spécialisation et qu'il faut pousser à ce niveau-là, mais conscient aussi de là où vous voulez arriver dans votre carrière. Non pas traduire, je me permets de dire, pour les professeurs qui poussent les étudiants à faire de la post-édition comme métier, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est une garantie que vous allez briser votre style de rédaction et vous allez gagner très peu. Donc pour quelle raison au monde on va faire ça? Donc moi j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut dès maintenant, pour vous les étudiants, dès maintenant prévoir un petit peu comment vous voulez évoluer, quels sont les domaines qui vous passionnent. Commencez vos recherches dès maintenant pour pouvoir vous positionner de telle sorte à vous en sortir. Il faut combien de temps à un stagiaire pour que son stage lui soit bénéfique? Écoutez, un stagiaire, si vous, alors dès maintenant, et d'ailleurs par rapport à la SFT, si vous allez faire du shadowing chez un membre de la SFT pour 24 heures, ça vous fait déjà du bien. Ne serait-ce que regarder comment fonctionne un vrai traducteur qui vit de ça. Donc, je pars une journée, 2 journées. 2 jours, alors. 2 jours. Bon, ensuite, 2 semaines, 3 semaines. Enfin, il n'y a pas de minimum, très franchement. Mais je reste quand même avec ma notion de 3 ans de pratique à temps plein pour vraiment maîtriser tous les éléments. Merci. Moi, j'aurais une question pour revenir un petit peu sur la question de la spécialisation dans la formation, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un élément clé. Il faut se spécialiser vite et bien. J'aimerais bien savoir si ça intervient déjà, nécessairement, j'imagine, dans la formation et à quel degré, à quel moment de la formation et comment, si vous pouvez m'éclairer un peu. Celui qui veut, c'est... Alors chez nous, c'est une compétence, comme je disais, en différentes matières scientifiques et techniques. Ça intervient tous les semestres de la formation, donc à partir de la première année. C'est une huée spécifique en raison de tête 48 heures par semestre. On a 2 matières scientifiques par semestre, donc on commence par chimie-médecine, on passe ensuite par quelque chose de plus mécanique, électrotechnique, et on termine sur des questions qui portent plutôt sur l'écologie. Donc on offre une palette de matières, donc à l'intérieur duquel chacun peut trouver son bonheur, on l'espère. Et qui est-ce qui enseigne ? Alors, c'est des enseignants qui sont des enseignants de matières scientifiques. Donc, on a des ingénieurs, on a de chimistes, ce sont des collaborations qu'on met en place avec d'autres facultés du campus, donc dans lesquelles on se trouve. C'est un campus qui est à vocation scientifique initialement. Donc, notre master existe depuis 40 ans. Donc, la formation de l'université était à la base un campus technique, situé dans la région de la Triregio, donc à côté, on est à 20 km de Bâle et à 30 km de l'Allemagne. Et donc, on a eu tout de suite des besoins d'une communication internationale et donc un master a été créé, une formation en traduction a été créée avec vraiment comme but de fournir des spécialistes en fait pour les besoins des entreprises locales. Donc, c'est des spécialistes, mais ils interviennent pour nos étudiants précisément, c'est-à-dire que nos étudiants ne vont pas en cours mélanger avec les ingénieurs ou les chimistes. C'est des cours donnés par des spécialistes, mais qui s'adressent à des non-spécialistes du domaine, et dans le but de leur faire comprendre. En fait, on peut dire l'objectif, c'est qu'ils sachent bien lire un texte scientifique et technique, et donc qu'ils connaissent un peu qu'ils connaissent les domaines et qu'ils sachent retrouver l'information pour compléter l'information qui leur manque, quoi. Et est-ce que par spécialisation, donc, est-ce qu'on entend là surtout le domaine du vocabulaire et du lexique, ou est-ce que ça passe par d'autres types d'exercices? Est-ce qu'il y a des types de rédaction spécifiques pour les domaines je ne sais pas. Alors, je ne donne pas ces cours, donc je ne suis pas la personne la plus attitrée pour dire, mais en fait, ce qu'on demande à nos enseignants qui interviennent dans la formation, c'est de leur expliquer les bases de la discipline, de lire des textes avec eux et d'essayer de comprendre ces textes ou de trouver l'information pour comprendre ces textes. On ne leur demande pas de s'attaquer à la partie interlinguistique. Donc on ne leur demande pas de faire des exemples entre l'anglais et le français. Parfois ils le font parce qu'ils sont forcément amenés à utiliser l'anglais comme langue de travail, et donc ils ressortent parfois la terminologie anglaise et la terminologie française, mais ce n'est pas des cours de terminologie.
D'accord, merci. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose peut-être, Dima? J'aimerais bien ajouter quelque chose par rapport au stage, ce que Chris vient de dire. En fait, ce qui nous est très profitable en tant qu'enseignant, c'est le retour du tuteur de stage ou le maître de stage. Et en fait, grâce à ce contact qu'on peut établir avec les tuteurs de stage, nous avons l'opportunité de pouvoir donc introduire dans nos cours, dans des modules, des exercices bien ciblés que les étudiants pourraient après donc utiliser ou expérimenter lors de leur stage, ce qui fait que l'étudiant est préparé à son stage, même parfois pour des organisations bien définies, organisations internationales, puisque là déjà donc ça fait plusieurs années qu'avec l'Organisation mondiale de la santé qui accueille nos étudiants pour le stage, donc après tout le retour que nous avons eu avec les tuteurs, avec tout ce contact, avec l'analyse que nous faisons au sein de la faculté entre enseignants, la discussion que nous avons même avec nos étudiants quand ils soutiennent le rapport de stage, il y a eu une idée excellente qui est venue de la part même de l'Organisation mondiale de la santé, c'est de monter un projet ensemble qui permettrait aux étudiants donc, de travailler des textes qui portent sur la santé. Et il y a un représentant, donc le traducteur donc, de l'OMS qui est là, qui anime un atelier avec les étudiants, et puis l'enseignant qui travaille ces textes avec les étudiants. Et ce qui est intéressant dans ce projet qui est en cours, et qui a commencé juste il y a mardi dernier, c'est que les étudiants vont traduire, l'enseignant va corriger, réviser et corriger. Le tuteur va lire cette traduction et la réviser dans un but de publication. Donc là, il y aura aussi un entretien entre le traducteur de l'OMS, l'enseignant et les étudiants pour discuter et argumenter sur le choix de l'étudiant et de l'enseignant, et ensuite le choix du traducteur de l'OMS pour voir quels sont les enjeux qui sont ici. Ça se rapporte à quoi? Des enjeux socio-économiques, des enjeux politiques, vous voyez, donc ça par exemple, pour le stage, ça peut déboucher sur des projets. Donc les étudiants expérimentent en vrai le monde de la traduction. Il y a aussi en fait le rapport entre les stages et ensuite le projet qu'on a eu m'amène à dire que la formation par projet, elle est vraiment très, très efficace et très profitable. Nous travaillons sur la traduction de sites web à travers un projet que nous avons monté avec nos collègues en LEA STGI suite à l'accord que nous avons donc eu avec Franche-Comté, l'Université de Franche-Comté. Et donc ce projet fait en sorte que les étudiants égyptiennes choisissent un produit et un service, et là je parle du département d'affaires et commerce international pour les intégrer dans ce projet et pour montrer aux étudiants que tout est lié et qu'on travaille dans une équipe, que le traducteur n'est pas isolé et qu'il travaille au sein d'une équipe. Et donc ce produit est destiné à la France, donc la clientèle est française. Alors que les étudiants français, ils conçoivent donc ce produit pour l'Égypte, la clientèle est égyptienne. Et l'intérêt ici, c'est de voir cet échange interculturel entre les étudiants qui débouche sur la création d'un site web qui est rédigé. Donc il y a la traduction pour le web. Et donc c'est le département de traduction spécialisé qui se charge de la traduction. Les étudiants égyptiens traduisent le site réalisé par les étudiants français. Ils émettent leurs commentaires en ce qui concerne l'adaptation des images
les couleurs choisies, même ils changent dans les phrases, enfin, qu'ils traduisent. Il y a certaines tournures qui ne correspondent pas à la culture arabo-égyptienne, par exemple. Et donc, là, je cite juste un seul exemple, peut-être, c'est que dans la traduction, les étudiants ont réfléchi, et ça, c'est ça, les acquis, les points positifs de la méthodologie, l'acquisition de la méthodologie. Les étudiants réfléchissent, posent des questions, et après, ils peuvent choisir vraiment comment ils vont traduire. Alors là, il y avait par exemple une phrase, c'est un site touristique qui incite des Égyptiens à venir en France, et il y avait une phrase qui était marquée qui disait « Venez en amoureux », par exemple. Alors dans la culture arabo-égyptienne, en amoureux, il ne suffit pas de dire « venez en amoureux », il faut intégrer cela dans le contexte du mariage. Venez en amoureux avec votre mari, par exemple. Donc ils ont fait cette adaptation dans le contenu textuel et bien sûr avec des images. Donc là, c'est donc vraiment l'atout des projets. Et je reviens donc aussi aux stages qui sont liés à cette idée de projet qu'on peut établir avec le monde industriel. L'école arabe de cinéma, par exemple, qui est en ligne, a demandé donc à nos étudiants de faire le sous-titrage d'un film. Et les étudiants, donc avec les enseignants, ont formé des équipes de travail. Ils ont fait le sous-titrage. Le film donc a candidaté pour un prix au niveau du gouvernorat de Gizeh et a eu le deuxième prix. Et il y a eu donc des changements dans la traduction, dans la révision qui concerne la révision de la traduction des étudiants. Et il y a eu cette discussion entre le réviseur de la traduction, l'étudiant et l'enseignant. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter par rapport au stage et l'importance donc liée aussi avec la pédagogie donc, des projets. C'est marrant parce que je réagis par rapport à ce que dit Dima. Ce sont des projets fascinants, absolument fascinants. Mais quand j'ai dit tout à l'heure qu'avoir un stagiaire pour l'indépendance, c'est lourd à gérer, je sais, en t'écoutant, je me demandais combien de mots ou d'unités de traduction sont produits pour le nombre d'heures investies là-dedans. Moi, par exemple, dans ma pratique à moi, si je suis en train de diviser un document pour un client, je compte à peu près 250 mots de l'heure révisés. J'ai une rédactrice externe. Hein. Et si je peux passer plus de temps sur un texte, en ce cas-là, je facture plus. Mais si je commence je réfléchis au projet que tu décris et au nombre de personnes et au nombre d'heures qu'il y avait dedans, c'est formidable qu'il y a cet engagement de la part des enseignants et des professionnels. Mais ce n'est pas praticable dans le monde de la traduction professionnelle parce qu'il y a tout simplement trop de monde. Non ? Mais en même temps, c'est très sympa. Hein. C'est sympa dans le sens où on les forme en les mettant dans une situation qui s'apparente à une situation réelle. Ils sont stressés. On n'a pas le temps, on ne dort pas, on ne mange pas. On ne sait pas si c'est le terme consacré ou pas. On ne trouve pas le spécialiste à consulter. Ils sont mis sous pression. Et c'est ça ce qu'on veut. Justement, c'est que ce n'est pas dans le but de les mettre sous pression, mais c'est de les préparer au monde du travail. C'est ça exactement ce qui se passe dans le monde du travail. Mais le problème ici, c'est que comment donc produire, comment donc donner comme résultat une traduction de qualité dans le temps qui leur a été imparti. C'est là vraiment le défi que nous rencontrons. Mais ce sont des expériences dans lesquelles ils sont mis. Ils vivent une expérience qui peut être réelle, en quelque sorte. Par exemple, l'échange interculturel entre les étudiants égyptiens et français, c'est un échange réel.
c'est en vrai. L'échange entre les étudiants, l'enseignant et le traducteur de l'OMS, c'est un échange réel, c'est en vrai. Mais après, c'est vrai, et quand ils seront sur le marché du travail, c'est à eux donc de voir comment, en termes d'employabilité, ils vont faire progresser aussi leurs compétences. Ambroise, peut-être. Un petit complément sur les stages, on va pas se mentir, il y a plein d'étudiants là. Et vous avez dans la salle les traducteurs indépendants, des boîtes de trad. C'est le moment de choper les cartes de visite, non? Faut vous réveiller là. Mais évidemment, c'est là que ça démarre en fait. Et l'avantage des stages aussi, c'est que vous allez pouvoir aller dans des entreprises qui vont vous faire travailler sur des sujets différents. Et vous allez aussi pouvoir ressentir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qui vous anime, ce qui vous anime pas. Que ce soit de la production de traduction, que ce soit de la gestion, que ce soit de la loca, c'est le moment d'y aller en fait. Et si vous le faites pas en stage, vous le ferez jamais. Donc là, vous êtes en tout début de carrière, toute l'histoire est à écrire. Là, vous êtes en train de mettre les fondations. Il faut y aller, quoi. C'est le moment. D'ailleurs, à propos des stages encore, en France, la répartition des traducteurs, alors je n'ai pas les derniers chiffres exacts, mais globalement, c'est 80% d'indépendants, 20% de salariés dans les postes de traducteurs à peu près. Et dans les 20% de salariés, tout le monde ne travaille pas dans les entreprises de traduction. Il y a plein de traducteurs salariés qui travaillent directement dans les entreprises. Et donc là, il y a des super stages à récupérer parce que vous êtes au contact des experts, vous êtes au contact des pros. Donc on parlait tout à l'heure de méthodologie et d'accès à l'information, d'accès aux spécialistes, etc. Ils travaillent dans le bureau d'à côté ou au bureau d'études ou à l'usine. Donc là, comme cadre de travail, c'est exceptionnel. Hein, exceptionnel. Merci. Peut-être avant de voir si on peut passer la parole au public, moi j'aurais une question qui serait de savoir si le marché de l'emploi en fait des traducteurs, est-ce qu'il se porte bien? Il est en expansion? Est-ce que c'est un métier d'avenir ou parce qu'on aurait tendance à croire qu'avec la globalisation galopante, le fait que tout le monde voyage peut-être plus qu'avant, qu'il y a un petit peu moins de demandes, je ne sais pas. Comment ça se porte? Au contraire, il y a plus de demandes, non? Enfin, je ne suis pas. Je pense que le marché de la traduction, pour un peu que les traducteurs, les jeunes traducteurs, se soient rendus compte qu'il y a certaines parties du marché qui sont plus intéressantes que d'autres, c'est florissant. Moi, j'allais dire quelque chose qui, normalement, je suis toujours optimiste et positive au possible. Mais, je vais là dire quelque chose, je trouve quand même que, partons peut-être pas de l'expérience des universités françaises, mais de ce que j'ai vu en Angleterre, très souvent, les formations universitaires acceptent des étudiants à un niveau beaucoup trop bas en langue, pour commencer. Donc, je vais prôner une sélection accrue. Peut-être pas en France, hein, mais je vois les personnes qui font des études de langue, tout simplement parce que j'ai l'impression, parce que j'y vais faire des conférences de temps en temps, hein, parce que les langues, c'est sympa. J'ai été en vacances en Espagne et c'était sympa et j'ai bien aimé parler l'espagnol et tout. Et c'est vu comme une façon de faire des études qui est moins difficile que, par exemple, les sciences appliquées ou l'ingénierie, des choses comme ça. Et là, je trouve que c'est un problème dans les formations qu'il faut veiller à ce que la barre soit élevée. Si vous êtes en train d'apprendre une langue, ça c'est une chose. La traduction se place nettement au-dessus de « j'apprends une langue ». Et je sais que à mon époque, la traduction a été utilisée à l'université pour tester l'acquisition des langues. Et ce n'est pas du tout ça. La traduction professionnelle, ce n'est pas du tout ça. Vous avez déjà maîtrisé les langues et la traduction, c'est autre chose. Je suis tout à fait d'accord. Merci. Non, mais c'est important de l'avoir à l'esprit parce que c'est ce qui permet de capter votre positionnement différenciant sur le marché. C'est du marketing, mais c'est extrêmement important parce que si vous l'avez bien en tête, vous le vendrez bien. Enrico, peut-être? Juste pour rebondir sur cela, le Master européen de traduction prévoit une entrée en master avec un niveau C1 dans les 2 langues de travail. Donc les membres du Master européen de traduction, en général, s'alignent sur cela. Après, on peut toujours discuter, est-ce que c'est vraiment un C1 Pas toujours, sans doute, mais en fait, les connaissances linguistiques sont un prérequis pour l'intégration du Master de traduction. Il n'y a pas de cours de langue en Master de traduction, en tout cas en France ou au sein du CERESO. Par rapport au métier et à l'employabilité, je voudrais juste dire que
On parle beaucoup de traducteurs, mais en fait, comme je vous disais, l'association française s'appelle Association française aux métiers, aux formations universitaires au métier de la traduction. Donc en fait, on le considère toujours au pluriel. Je pense que c'est Guadec qui avait introduit un peu la pluralité dans les choses en disant qu'on ne forme que de traducteurs, on forme, et on les voit bien au niveau des stages. On a une partie des plus importante des gens qui font des stages en gestion de projet, surtout ceux qui veulent avoir une position stable de salarié par la suite. Il y a beaucoup plus de possibilités dans la gestion de projet que dans la traduction, comme on le sait. Ou alors terminologie ou autre chose, donc ne se limite pas à la traduction, quoique la plupart des étudiants qui rentrent dans la formation ont l'objectif de devenir traducteur. Mais après, ça peut changer au cours de la formation. Merci à tous. Si vous avez peut-être encore autre chose à dire? Oui, parce qu'on parle de spécialisation, je pense que c'est bien de vous donner quelques tuyaux pour que vous ayez des choses en tête. Alors la SFT, alors Chris en parlera largement mieux que moi, mais organise des actions notamment là-dessus, comme le séminaire d'anglais médical, c'est 5 jours, 2 fois par an, tous les 2 ans, pardon. C'est un moyen de monter en compétences dans le domaine. Voilà. Il y a aussi l'université d'été de la traduction financière. Voilà. 3 jours donc, de spécialisation, enfin, en finance pour des traducteurs. On a aussi un Horizon Justice Française pour les traducteurs juridiques, enfin droit. Ce que permet ces formations, c'est d'une part de mieux appréhender le sujet, mais c'est également une façon de se créer un réseau. Et on se rend compte de plus en plus que vos premiers clients sont des fois viennent directement du réseau que vous êtes constitué chez d'autres professionnels. Donc c'est très intéressant de ce point de vue. Et après, il y a des formations qui sont beaucoup plus lourdes. Chez nous, par exemple, chez CI3M, pour devenir traducteur juridique, on a une formation, c'est 480 heures, 60 semaines à peu près. Là, c'est 480 heures que de traduction juridique. Donc là, on en bouffe, comme on dit. Mais l'avantage, c'est que les gens qui sortent de cette formation-là, quand on regarde à 18 mois leur chiffre d'affaires, ils ont fait 20% de croissance. Et ils n'ont pas augmenté leur productivité, ils ont augmenté leurs tarifs. Vous voyez ? Donc quand on parle de spécialisation en disant que c'est un vrai vecteur de créateur de valeur, on est dans ces schémas-là. Si vous vous spécialisez, vous allez vendre mieux. Si vous vendez mieux, ça ne veut pas dire que vous allez produire beaucoup plus. Vous allez augmenter vos tarifs. Si vous augmentez de 10%, votre chiffre d'affaires va faire plus 10 à la fin de l'année. Donc ça, c'est la traduction juridique. On est en train de lancer le médical avec Nathalie Renevier, qui est aussi membre de la SFT. On est en train de lancer la traduction technique pure anglais vers français, français vers allemand, et vice-versa d'ici 1 an et demi à peu près. Et on lance la traduction financière vers l'anglais d'ici un peu plus d'1 an. Voilà, il faut 1 an pour créer ce type de contenu-là. Donc vous voyez, en fait, il y a quand même des moyens en fonction de vos disponibilités, du court, du long, à distance ou pas. Il y a quand même des choses qui existent et qui vous permettent aujourd'hui réellement de vous spécialiser. Et sincèrement, il y a quelques années, il n'y avait pas grand-chose sur le marché. Donc vous avez des moyens en main pour y arriver. Je suis absolument d'accord avec Ambroise. Une seule chose, il a parlé de vous augmenter votre productivité. Alors ça dépend. Si productivité, c'est le nombre de mots, je ne suis absolument pas d'accord. Ah non, c'est pas ça, non. Non, je disais qu'il fallait, l'idée c'était de ne pas augmenter la productivité, mais d'augmenter son tarif. Et donc si on fait plus 10% sur son tarif... Non, parce que j'allais dire, mon rêve, ce n'est pas de facturer 100 mots, 1 euro le mot, c'est de facturer un mot à 100 euros. Ça, c'est le mot de la fin. On peut rêver. Non, gardons un petit peu de temps peut-être pour passer la parole à l'audience. Est-ce que des personnes dans la salle voudraient poser des questions à ce sujet? Oui. J'étais frappé par quelque chose que M. Monti a dit tout à l'heure en disant que les C1 étaient requis pour l'entrée. Donc je suppose que c'est dans 2 langues d'arrivée et on ne parle pas de la langue maternelle. Oui, et justement on a parlé beaucoup de formation dans la traduction, mais il me semble que pas beaucoup sur les qualités rédactionnelles dans sa langue maternelle. Je sais que Chris est
très concerné par cet enjeu parce que j'ai suivi ces formations dans le passé sur comment améliorer son style en anglais. Mais je voudrais savoir, je pense que c'est une question que je pose à tous les intervenants, qu'est-ce qu'il existe en France, que ce soit pour le francophone ou le traducteur non francophone, pour améliorer sa propre langue, ses propres connaissances et connaissances rédactionnelles. Je sais que la SFT a proposé par le passé, je n'ai pas le nom en tête, mais des cours de rédaction. La SFT propose à SFT Service. Mais vous en trouvez un peu partout. Je sais que je suis abonnée à la liste c'est le syndicat des professionnels de la presse. Et je sais qu'eux proposent des formations en rédaction en langue française, par exemple. Et on en trouve, grâce à Internet, on trouve plein de formations en rédaction technique et autres. Il y avait une autre question. Ah, c'est là-bas. D'accord, oui. Juste, oui. Par rapport à ce que vous dites de rédaction, il y a des cours qui sont effectivement axés sur la rédaction. On a un cours, par exemple, de normes de rédaction où on apprend à rédiger selon, par exemple, une feuille de style donnée. On a aussi un logiciel dont je ne ferai pas le nom, qui est spécialisé donc, pour la correction de fautes, notamment dans le français. Donc on fait un test, une évaluation sur ce logiciel en début d'année. On conseille aux étudiants de s'entraîner pendant toute l'année et on passe un autre test dont la note est intégrée dans une note de cours. Voilà. C'est pour répondre, c'est quelque chose qu'on a introduit l'année dernière pour répondre à des remarques qui étaient faites, qui sont faites souvent par rapport à la qualité rédactionnelle en français notamment, par rapport aux fautes qu'on retrouve parfois dans des textes rédigés ou traduits par des Français. Et donc on a introduit ce logiciel et on a trouvé que ça permettait de corriger certaines choses, mais c'est sûr que l'université et surtout le niveau master c'était un peu tard pour intervenir sur de problèmes rédactionnels s'ils sont graves. Bonjour, j'ai une question en direct du chat sur la chaîne YouTube de la JMT de Tibalt Roma. Ne pensez-vous pas qu'il existe une forme d'ubérisation de la traduction qui empêche les jeunes traducteurs d'exploiter tout leur potentiel ? Je crois qu'on n'a pas tout à fait entendu. S'il est possible de... Je répète. Une question sur le chat de la chaîne YouTube de Tibalt Roma. Ne pensez-vous pas qu'il existe une forme d'ubérisation de la traduction qui empêche les jeunes traducteurs d'exploiter tout leur potentiel ? Il faudrait peut-être définir potentiel déjà. Une ubérisation Non, mais de la traduction. on peut mettre tout ce qu'on veut derrière en fait. Donc, l'ubérisation du système, je veux dire que ce soit la traduction ou d'autres domaines, on peut en parler tout ce qu'on veut. Le principe, c'est de faire appel à des noms professionnels. Donc à partir du moment où vous êtes compétent, formé et que vous arrivez sur un marché en sachant ce qui se passe et en sachant vendre vos produits, sincèrement, vous avez de l'avenir, faut être honnête. Il y a sans critiquer les victimes, n'est-ce pas, mais il y a une auto-ubérisation des fois. Et je vois ça, je ne participe pas trop aux réseaux sociaux, tout simplement parce que c'est trop chronophage. Mais je constate qu'il y a toute une partie, un discours en ligne de quoi la vie n'est pas juste et on nous exploite et ceci et cela. Je veux bien qu'on exploite certaines personnes ou certaines personnes se laissent exploiter. Mais si vous êtes traducteur et que vous avez quelque chose à vendre, et vous avez une conscience de la profession, vous avez une vision quand même globale, il n'y a pas la moindre raison de travailler à des tarifs minimum. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous démarrez, pour moi, pour la partie du marché où je suis, souvent ce que vous faites n'est pas très vendable. Donc il faut s'acharner, s'attacher pour justement peaufiner ce qu'on est capable de livrer. J'ai un avis là-dessus à mettre. Je pense que le traducteur peut s'imposer là où il a le profil qui répond aux besoins du marché.
Merci. Oui, donc Dominique Michelin, traducteur indépendant depuis, je crois que c'est ma 8e année maintenant. En fait, je rebondis un petit peu. Il y a eu un échange un petit peu entre les nouvelles technologies et puis la traduction, on va dire, plus humaine. Alors, je pense qu'il y a une différence entre certains domaines où effectivement ça peut très bien s'appliquer. Et il y a d'autres domaines où vraiment il y a une créativité qui est nécessaire et que la machine, bien sûr, ne pourra jamais fournir. Par contre, ça change un peu les données du marché. Moi, je me rends compte qu'en fait, de traducteurs, on devient aussi de plus en plus réviseurs. C'est-à-dire qu'en fait, ces technologies, elles ont un petit peu conquis le marché, parfois de façon un petit peu, on va dire, trop enthousiaste. Et du coup, nous, derrière, moi, je vois ça avec un de mes clients principaux, où je fais beaucoup de révisions, là où je faisais avant de la traduction. Alors, au début, on se dit, je suis peut-être en danger, etc., il y a la machine, etc. Et au final, je me rends compte qu'en fait, le travail que je fais, il me plaît autant. Je préférerais quand même travailler de la traduction, enfin du texte source, mais je me dis en fait il y a aussi de nouvelles opportunités, donc le marché, il faut toujours s'y adapter en fait. Il ne faut jamais se dire, c'est pour ça que la formation est très importante, la formation continue est très importante, le réseau est très important, et il faut toujours se dire qu'on est dans un marché qui est très concurrentiel, où il y a vraiment tout et n'importe quoi, et c'est vraiment à chacun de tirer un petit peu son épingle du jeu en allant s'adapter au marché ou en allant chercher peut-être des formations. Il y a des domaines en ce moment qui sont en pleine expansion, et certainement que d'ici 4-5 ans, il faudra être un spécialiste de ça. Donc il faut vraiment déjà un petit peu anticiper ça. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être un petit peu aux aguets, en veille de tout ce qui se passe. Beaucoup s'informer dans la presse, dans tout ce qui est un petit peu spécialisation, etc. Donc toujours un petit peu veiller à ça. Voilà, donc moi c'est un peu ma perception, et c'est vrai que sur quelques années, là, je me rends compte déjà que le marché, en tout cas en ce qui me concerne dans mes domaines, il y a déjà cette évolution-là. Donc je ne sais pas si vous estimez que c'est vrai, ou est-ce que c'est... Voilà. Dominique parle en faveur du fait qu'il y a beaucoup de segments de marché, beaucoup d'activités qui se développent, et puis il faut prévoir et s'y positionner. Alors moi, je peux vous donner deux exemples. Puisque tout le monde parle anglais, n'est-ce pas? Tout le monde écrit en anglais, n'est-ce pas? Enfin, à quoi je sers? Il m'arrive maintenant de corriger, de réviser des documents qui sont rédigés par les ingénieurs de langue française en anglais, rédigés en anglais. Et je constate que mes compétences en traduction m'aident beaucoup pour ce travail-là, parce que je sais ce qu'ils veulent dire, même quand ils disent complètement autre chose. Donc voilà un créneau qui est très attirant pour moi, à condition que je sache la facturer correctement. D'accord? Ce sont des travaux qui se facturent à l'heure, à mon avis, pas du tout au mot. Donc ça c'est une chose. Alors, autre chose, vous verrez sur la feuille orange que je vous ai fait distribuer, et là aussi par rapport peut-être à ce que disait Ambroise tout à l'heure, si vous regardez les textes français, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit, mais le texte français est terriblement mal écrit. C'est affreux, c'est un texte français imbuvable. Et le texte anglais est lisible et même agréable à lire. Donc, je constate que dans certains secteurs de la traduction, le fait de pouvoir prendre un texte source qui n'est pas terrible et de le rendre agréable à lire, c'est de la traduction. Ce n'est pas de la transcréation, c'est de la traduction. On fait ça, bien entendu, avec l'accord du client. Le client pour qui, jusqu'alors, son texte traduit était aussi mauvais que son texte français. Bon. Enfin, donc, je viens appuyer ce que tu dis, c'est-à-dire, on constate que nous sommes professionnels de l'écriture, de la rédaction. Et on apporte ça et les connaissances qu'on a de la traduction à la demande. Je vois qu'il y a encore des questions. Est-ce qu'on peut passer un micro? C'est moi encore. J'ai une question, pas forcément une question, juste quelques commentaires. Là, je suis absolument d'accord avec Dominique, c'est ça. L'industrie de la traduction n'est pas juste la traduction pure. C'est la proofreading, c'est révision, c'est création de contenu et c'est aujourd'hui post-édition aussi. J'ai beaucoup de respect pour Chris. J'ai fait son cours réussir en freelance il y a des années, quand moi j'étais un freelanceur, et ça m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup de confiance en moi-même aussi en débutant. Mais je dois dire que je suis pas tout à fait d'accord que la post-édition c'est une folie, dans les conditions que vous
comment dire, garde votre niveau d'écriture dans votre langue maternelle à un niveau assez haut, que vous êtes capable de reviser cette machine translation et de la faire à la même qualité que vous aurez fait si vous traduisez normalement. Je dis ça parce que la machine translation, il est là, on le fait tu vois, partout dans l'industrie. Et c'est important de savoir qu'il y a des textes, il y a des clients qui vont demander ça. Et si vous pouviez offrir des services en post-édition, si c'est quelque chose que vous décidez que vous voulez spécialiser dans la post-édition, pourquoi pas? Mais il faut quand même vous entraîner, il faut quand même que vous gardez un niveau d'écriture, de rédaction dans votre langue maternelle qui est de qualité. À part ça, je voulais aussi dire aux étudiants que une des choses que moi je trouve très important pour vous former et pour vous améliorer dans la traduction, il faut avoir thick skin. Il faut savoir comment accepter des retours. Il faut savoir comment accepter quand les gens vous disent vous avez eu tort là, ou on a eu un retour d'un notre client par rapport à votre texte. Il faut savoir comment réagir par rapport à ça. Et ça fait partie de maîtriser votre sujet, d'être un spécialiste dans votre domaine. Et vous êtes tous les spécialistes dans vos domaines. Vous faites tous les loisirs, vous avez tous les sports, des activités culturelles que vous faites. Vous êtes effectivement spécialiste dans ces domaines. Vous devenez les spécialistes dans ces domaines. Donc du coup, là pour moi, j'ai travaillé en tant que proofreader pendant quelques années et les traducteurs qui sont appréciés sont ceux qui savent comment prendre des retours, les prendre bien, apprendre de leurs erreurs, corriger des erreurs qu'ils ont fait, mais aussi dire là je ne suis pas d'accord. Là, c'est un client qui ne sait pas de quoi il parle dans l'anglais, parce que souvent les clients, bien sûr, ils pensent qu'il sait tout, qu'il sait comment parler anglais, qu'il sait, voilà. Il faut savoir comment répondre par rapport à ces retours. Merci. Oui, peut-être une réponse de Dima. Si je peux. Merci beaucoup d'avoir dit dans votre dernière réflexion concernant l'acceptation du retour des réviseurs. Parce qu'en fait, et là, vraiment, ça commence déjà quand ils apprennent à traduire. Et l'un des exercices qui est très, très utile et que nous avons expérimenté avec nos étudiants, c'est un exercice qui est axé sur l'argumentation du choix de traduction de l'étudiant. Chacun est amené à justifier son choix en argumentant et en le présentant, donc son argumentation devant les autres étudiants. Et puis il y a un échange avec eux et avec l'enseignant. Et là, vraiment, du moment où il y a cette ouverture de pouvoir vraiment accepter et argumenter, on parle professionnellement, on raisonne, on réfléchit, on pose les questions. C'est ça ce qui est essentiel en traduction. Oui, merci. Merci. Oui, ça marche. Donc moi, je suis traducteur de conférences et jusqu'à cette année, je travaillais j'étais chargé d'enseignement à l'Institut de traduction de Strasbourg. Donc ma question aux personnes qui sont là devant moi, c'est pas de la provocation, mais j'aimerais que vous disiez aux étudiants, puisque c'est surtout à eux que ça s'adresse, quel est l'intérêt ou l'avantage comparatif de LEA par rapport aux instituts ou aux écoles de traduction. C'est quelque chose sur lequel les gens passent. On ne parle pas beaucoup, on passe de LEA et on arrive à la situation professionnelle dans tout ce que j'ai entendu cet après-midi. Sinon, comme commentaire, au niveau du débit ou du volume qu'il faut travailler, il faut savoir que à l'Institut de traduction de Strasbourg, lorsqu'on passe des examens, il faut traduire environ 400 mots en 3 heures.
là, dans le service de traduction où je travaille, on des stagiaires, mais on les sélectionne. Ce n'est pas mes collègues qui le font. Ils leur donnent, ils peuvent faire ça où ils veulent, dans n'importe quelle condition, même avec DeepL si ça le veut, mais ils doivent faire 800 mots en 3 heures. Et on évalue ça. Et le résultat des courses, alors les stagiaires ne sont pas soumis à un rendement, mais le traducteur que je suis doit traduire 1900 mots par jour. C'est très concret. Et je suis noté, enfin, j'ai un rapport d'évaluation là-dessus, sachant que les textes que j'ai sont presque exclusivement des textes comme ce que vous avez vu là, en français. C'est-à-dire que c'est souvent des Polonais qui écrivent en anglais sur une question dans laquelle ils s'expriment de manière parfois assez approximative. Alors je ne jette pas la pierre aux Polonais, ça peut être un Allemand qui s'exprime en anglais sur une question qu'il maîtrise, mais le résultat est souvent curieux avec des emprunts à la langue d'origine, des choses, parfois c'est des traductions de complaisance abominables, et nous on doit faire 1900 mots par jour pour les donner dans les 2 langues officielles qui sont l'anglais et le français. Merci. Si je peux répondre alors pour défendre ma corporation LEA. Non, mais il me semble, alors dites-moi si je me trompe, mais les métiers de la traduction, on y forme à partir du master. On n'y forme pas à partir de la première année. À moins que je me trompe, hein. Plutôt. Et donc, l'étudiant qui veut faire un master de traduction, il faut bien qu'il arrive de quelque part. Il aura soit le choix entre LEA, soit le choix entre LLCE, comme on dit maintenant. Donc soit il sera très littéraire, LLCE, soit il sera plus polyvalent comme LEA, c'est-à-dire il aura du vocabulaire et de la spécialisation d'entrée. Donc je pense que s'il y a un avantage à LEA, ça serait à prendre de ce côté-là. Enfin, je ne sais pas, je demanderai à ceux qui forment des traducteurs, d'où viennent vos publics en fait? Nous, les étudiants, c'est vrai que la spécialisation en master, il y a eu une spécialisation en traduction et interprétation qui a été ajoutée dans la nouvelle nomenclature. Donc maintenant, plusieurs masters sont dans le comment ça s'appelle, sont dans les cursus traduction et interprétation. Nous, on est resté LEA pour des raisons historiques. Il y a des masters en France qui sont LEA et des masters qui sont traduction et interprétation. Si je ne me trompe pas, T2M, c'est traduction et interprétation. Nous, Grenoble et d'autres sommes, par exemple, en LEA. La logique, quand même, on n'est plus du tout dans la logique du thème et version. Ça, c'est quelque chose qui est là en licence encore. On fait le même nombre d'heures vers la langue étrangère et vers le français. Nous, en master, ce n'est plus le cas, même si c'est un master LEA. La logique de LEA, c'est effectivement d'avoir 2 langues qui sont travaillées au même niveau. Et la plupart des masters en France ont l'anglais comme langue obligatoire et une langue au choix qui est le plus souvent... le choix s'est fait entre l'allemand, l'espagnol et l'italien. En tout cas, c'est ça chez nous, et je pense que c'est dans pas mal de masters en France, c'est comme ça, sauf les grandes écoles qui peuvent se permettre, les écoles de traduction qui peuvent se permettre plusieurs langues. Laurent, tu voulais prendre la parole? Est-ce qu'il y a un micro pour... Il y a quelqu'un avant? Ah pardon, excusez-moi. Oui, allez-y. Ok, c'est bon? Ok. Je vais juste parler des qualités parce que j'étais en train de regarder ce que Chris nous a donné, et puis en parlant de la rédaction, il y a plusieurs choses qui m'ont sauté à l'œil en lisant l'anglais. Et puis, c'est pas par rapport aux mots, c'est par rapport à la ponctuation. Si on regarde en anglais, il y a les traducteurs, human translators, ont joué avec la ponctuation. Et je trouve que ça, c'est le signe d'une bonne rédaction. Et moi, on a tous nos ponctuations fétiches. Tu regardez. Pour moi, c'est le M dash en anglais. Le moment où j'ai découvert le M dash, ma vie a changé complètement en rédaction. Donc, c'est ça qui me saute à l'œil absolument par rapport à la différence entre DeepL et Google Translate. Et pour moi, on ne trouve pas une qualité en lecture si on n'a pas l'humain qui passe derrière, qui puisse ajouter la ponctuation correcte par rapport à la qualité. Merci.
Oui, je crois que la question de l'origine des étudiants et de l'articulation entre licence et master est un vrai problème, et surtout un problème franco-français. Quand on regarde ce qui se passe dans énormément de pays autour de nous, il n'y a pas cette rupture entre des études qui seraient des études de langue jusqu'à la licence et une spécialité, interprétation, traduction, qui apparaîtrait en master, après, indépendamment de la question de la nomenclature, qui est que de la cosmétique ministérielle, savoir si on continue de s'appeler LEA, parcours, traduction, interprétation, ou si on prend une mention. Souvent, ce sont des questions de stratégie locale, quand ce n'est pas des règlements de compte, qui expliquent les choix qui sont faits. Mais en fait, le problème, il est, je pense, plus profond, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a rien d'autre en France à quoi rattacher ces formations-là, universitaires, que LEA ou LLCER. Et même si les choses sont en train de changer petit à petit, mais c'est vraiment un petit à petit lent, le problème vient que, n'ayant pas cette articulation naturelle, on est justement coincé, y compris du côté du client et du donneur d'ordre, par des représentations de la traduction comme exercice universitaire, thème, version. Alors bon, pour parler de la situation locale que mes deux collègues à côté de moi connaissent bien, avec Will, on essaie d'enfoncer les portes au fur et à mesure qu'elles s'en trouvent à grands coups de pied pour déjà supprimer cette aberration de thème version dans les maquettes. Ce sont des exercices de concours pour recruter des profs de langue. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ça serve à grand-chose dans ce contexte-là non plus, mais ça, c'est une autre affaire. Et ça n'a rien à voir avec la traduction. Et ensuite, c'est ce qu'on y fait. Enfin, le cours de thème et de version dans la plupart des formations LEA, comment le vérifie-t-on dans une épreuve de 2 heures avec un papier et un crayon? Qui connaît-on encore comme traducteur professionnel qui fait de la traduction avec son texte, un papier et un crayon, sans surtout aller vérifier le sens d'un mot dans un dictionnaire? Enfin, c'est une conception de l'enseignement des langues qui date de la fin du 19e, première moitié du 20e. Scientifiquement, tout le monde sait ce que c'est la méthode grammaire et traduction, et apparemment, ça ne gêne personne qu'on continue de la pratiquer jusqu'à la fin de la licence. Donc, tant qu'on n'aura pas déjà percé cet abcès, alors c'est un abcès qui a des ramifications très profondes, parce que ça touche la formation des enseignants, le recrutement des enseignants à l'université. Enfin, quand on met le pied là-dedans, on met le pied dans une fourmilière dont on ne se sort pas. Mais est-ce que ce problème se pose chez nos collègues suisses? Est-ce que la FTI à Genève, le problème se pose? Non. Est-ce que le problème se pose dans les formations belges? Non, il ne se pose pas. Est-ce qu'il se pose chez vous à Germersheim? Non, il ne se pose pas. Donc c'est vraiment un problème qui dépasse les décisions que nous, on peut prendre et toute la réflexion prospective qu'on peut avoir à la FUNT. Enrico, tu en as parlé à plusieurs reprises. Moi, quand je montre le référentiel IMT chez nous, il y a toujours quelqu'un pour me dire « Ah oui, mais ils ne savent pas qu'en France, on a toujours fait du thème et de la version ?» Et qu'est-ce qu'on répond ? Et qu'est-ce qu'on en fait? Donc je pense que c'est vraiment à un autre niveau que se joue cet enjeu-là. Désolé de casser l'ambiance. Non. Et peut-être si on veut... Alors il y a peut-être encore une intervention et puis après garder un petit peu de temps pour préparer le traduel et boire une tasse de café. Et il y a une personne qui voulait parler là, oui. Ah oui, attends, j'attends. Okay, bonjour, je m'appelle Karen. J'étais traductrice salariée pendant 12 ans et ensuite, depuis 10 ans, je travaille en tant qu'indépendante pour des instances gouvernementales. Donc, eux, ils payent 12 centimes le mot. Ils veulent en qualité 12 centimes le mot. Si je m'écarte trop, ils disent que j'interprète. C'est pas bon. Mais je sais pertinemment que j'ai encore 20 ans à faire avant la retraite et que ce marché-là va disparaître. Là, j'en suis convaincue. Donc, moi, ma question, c'est en fait le côté pratique. Comment est-ce que moi, je peux améliorer mes capacités rédactionnelles de façon efficace le plus vite possible pour pouvoir justement acquérir à un marché qui va me permettre de finir ma carrière en tant que traductrice. Il y a des cours à suivre, il y a des livres à lire. On peut
discuter pendant le café, peut-être, mais moi, je peux te passer une liste de choses à lire et de cours à suivre. Mais c'est vrai qu'il faut un investissement là-dedans. Je suis absolument d'accord. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup aussi, d'ailleurs? Et d'ailleurs, les étudiants, on était ici en train de se lamenter que les questions nous viennent des collègues, des personnes déjà installées. Mais vous, les étudiants, vous avez peut-être des questions, ou vous n'avez peut-être pas du tout des questions. Vous êtes des grands timides et vous allez nous poser des questions lors du café, c'est ça? Il faut leur demander nommément, par exemple, dans la Loanie, des gens... Non. Oui, mais en fait, je les ai peut-être un petit peu préparés, les miens en tout cas, à intervenir pour le traduel. Mais si vous avez des questions, vous avez encore un petit peu le temps. Non? Au café? Allez, dans un quart d'heure, 20 minutes, on reprendra ici. Merci.